Mais vous n'êtes pas simplement contre le capitalisme, vous êtes contre la démocratie. Vous qualifiez la démocratie d'organisation du pouvoir hégémonique, dominant, et vous dites que la politique qui existe sous le nom de démocratie n'est pas démocratique du tout, les gens n'ont aucun pouvoir. Oui, mais vous voyez bien que dans la formule, il est conclu que cette démocratie n'est pas démocratique. Donc oui, mais soutenez-vous le régime démocratique? Platon ne le soutenait pas. Non, mais je pense que Platon ne le soutenait pas, mais un peu comme moi, c'est-à-dire il ne soutenait pas ce qu'il avait sous les yeux, c'est-à-dire la démocratie athénienne. Enfin, la démocratie athénienne, nous savons aujourd'hui que c'était une démocratie sans les esclaves, sans les étrangers, sans les métèques, sans les femmes, Ce qui n'est pas etc. le cas de notre démocratie actuelle. C'est pas le cas de notre démocratie actuelle, c'est pourquoi la critique de la démocratie aujourd'hui ne peut pas être la répétition de la critique de Platon, ça c'est absolument mon avis. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous avons, c'est une nouvelle figure de la démocratie, qui est la démocratie représentative. Alors, cette démocratie représentative, inventée en fait par les Anglais à la fin du XVIIIe siècle, a déjà été critiquée dès le début par Rousseau, qui dans le contrat social explique qu'à ses yeux, il n'y a pas de démocratie du tout dans la figure représentative, parce que les conditions des représentés sont des conditions qui finalement sont homogènes au groupe dominant. Et on le voit bien ici, tout de même, on le voit bien, même quand la gauche est au pouvoir, elle capitule nécessairement, au bout d'un certain temps, dans l'idée qu'on ne peut pas quand même transformer réellement la machine générale et les figures subjectives qui sont les siennes et dont je parlais tout à l'heure. Que ce soit Mitterrand à partir de 83, que ce soit Hollande d'un bout à l'autre, que ce soit le gouvernement Jospin qui a dénationalisé au moins autant que ses prédécesseurs, la gauche parlementaire a montré, c'est pour ça qu'elle s'est écroulée d'ailleurs récemment, la gauche parlementaire a montré qu'elle était hors d'état, à l'intérieur du système prétendument démocratique, de changer la règle du jeu qui règle en fait les rapports entre économie et politique. Alors cette démocratie n'est pas démocratique parce qu'au fond le peuple n'a pas de pouvoir là-dedans. Ce qui a du pouvoir, c'est les nécessités constamment invoquées d'un ordre planétaire dominé par le capitalisme mondialisé. Et on est toujours en train de dire il faut payer nos dettes, il faut restreindre le budget, les sécurités sociales ça coûte trop cher, etc., etc. Tout le monde le sait. Le peuple a du pouvoir parce que c'est lui qui élit ses représentants. Le peuple vote en démocratie. Or, vous êtes contre le vote. Enfin, vous militez en faveur de l'abstention. Je milite contre le vote. Ce qui est une manière antidémocratique de retourner les choses. Je milite contre ce vote-là. Je ne milite pas du tout contre le vote dans une assemblée générale pour savoir si on continue la grève ou si on ne la continue pas, et plus généralement dans des démocraties qui seraient constitutives d'assemblées populaires réelles, je les approuverais au contraire. Comme disait Lénine, tout le pouvoir aux soviets. C'est pas ce qui s'est passé ensuite d'ailleurs, c'était tout le pouvoir au parti, je suis d'accord. Mais lui, c'était pas son idée. Son idée, c'était tout le pouvoir aux assemblées populaires qui se réunissent réellement pour trancher les questions qui sont les leurs et qui s'occupent aussi des questions générales. Ça n'a rien à voir avec la logique actuelle des démocraties occidentales, qui d'ailleurs sont en crise. Ces démocraties sont actuellement en crise. Les exemples communistes que vous prenez ont aussi été en crise et n'ont pas donné lieu à des choses très enviables. Vous citiez Mao tout à l'heure. Mao, c'est quand même 45 millions de morts pendant la révolution culturelle et au-delà. C'est un chiffre inexact. Même quelqu'un d'aussi anticommuniste quelqu'un d'aussi anticommuniste que Marcel Gauchet s'est mis d'accord avec moi sur le chiffre de 700 000 au maximum, au grand maximum. C'est un écart énorme. C'est comme la comptabilité de la police et les syndicats pendant une manifestation. Dans une autre émission avec quelqu'un que je ne citerai pas, tout d'un coup, elle me dit oui, mais les 200 millions de morts en Russie, c'est un chiffre absurde. Il n'y aurait plus de Russes s'il y avait eu 200 millions. Mais ce n'est pas la question, en fait. La question, c'est d'utiliser comme exemple peut-être des modèles. Alors, vous me direz, ce sont des modèles communistes. Vous citiez Mao, vous avez cité d'autres personnes qui... Je les utilise nullement comme exemple. N'ont pas donné lieu à une chose qui paraît très enviable. Ce qui a suivi les révoltes et les révolutions organisées par Mao ou par Staline n'ont pas donné lieu à des choses très, très joyeuses. Elles ont donné lieu, elles ont été dans leur phase initiale, c'est-à-dire en Union soviétique jusqu'à la fin des années 20, et en Chine de façon beaucoup plus disparate parce que les conditions n'étaient pas les mêmes. Elles ont donné lieu aux toutes premières expérimentations de ce que pouvait être un ordre social non soumis à la loi du capitalisme. Ces exemples ont échoué, et je pense que, étant donné que le capitalisme a plusieurs siècles et que ces exemples ont duré 70 ans, c'est une comparaison un tout petit peu boiteuse que vous faites là. C'est pas le même genre d'échec. D'un côté, nous avons un échec d'un système qui est au contraire, de toute évidence, orienté vers sa propre fin. Le capitalisme, c'est évidemment la forme suprême de ce qui s'est mis en place il y a des milliers d'années, sur les sociétés de classe, l'État, des inégalités monstrueuses, des impérialismes guerriers, etc.,
qui est au fond la politique de l'ère néolithique, donc celle qui a 4 ou 5 000 ans, qui a commencé avec l'État égyptien. Notre situation est exactement la même. Il y a des inégalités monstrueuses, il y a de faux pouvoirs, il y a des masses errantes de pauvres. Et le capitalisme, c'est la dernière forme de cela. Ça, c'est une chose. Contre cela, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons 2, 3 expériences limitées à quelques décennies, et on vient me dire oui, mais ça a échoué. Mais bien sûr que ça a échoué. Bien sûr que ça a échoué. Pourquoi des entreprises qui se proposent de sortir de 4000 ans d'histoire par des moyens que personne ne connaît, puisque d'une certaine façon la gestion collective d'une économie, ça n'a jamais eu lieu, pourquoi trouverait-il la formule miracle immédiatement ? Bien sûr, il y aura des échecs, il y en aura d'autres. Encore faut-il soutenir le mouvement général de cette sortie. Sinon, autant dire tout de suite, nous sommes très contents de ce qu'il y a, et puis c'est tout. Et pourquoi pas ? Ah mais pourquoi pas ? Mais ça, alors, c'est pas... Parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que la politique est sans idée. Elle ne consiste simplement qu'à suivre le fil des choses. On peut concevoir la politique comme de manière moins idéaliste, puisque vous parlez de l'importance de l'idée en politique comme étant aussi le fait de s'accommoder de la situation, pour y vivre le mieux possible. Oui, non pas selon l'idéal du bien supérieur, mais le mieux possible. J'ai un mot pour ça, c'est le mot gestion. Je ne pense pas qu'il faille l'appeler politique. La politique, c'est autre chose que la gestion de l'État. Alors la politique telle que vous la décrivez est une forme d'utopie. Donc je ne dirais pas que c'est une utopie, parce qu'elle repose sur une analyse. Elle repose au contraire sur une analyse extrêmement précise du monde tel qu'il est. Une utopie, c'est quelque chose qui décrit à l'avance, comme tout fait, un monde radieux. C'est pas du tout ça que j'ai en tête. Ce que j'ai en tête, c'est sur la base de l'analyse d'une société dont le vice constitutif est décelable, à savoir l'appropriation privée de l'écrasante majorité des ressources de la Terre et les conséquences de cette appropriation privée. C'était la loi du profit comme loi fondamentale du développement de l'économie, ce vice qui est repéré depuis pas très longtemps, mais qui est repéré maintenant. Construire une société qui se tire de ce vice-là sera une expérience difficile, mais il faut bien avoir en tête que autre chose est possible. C'est sur la lisière du possible et de l'impossible que la chose est. Il faut bien avoir en tête l'idée qu'autre chose est possible pour le faire. Sinon, eh bien, si vous déclarez, comme c'est la propagande massive et constante, vous ne faites que répéter la propagande générale, que c'est impossible. Comme l'a dit Thatcher, la toute première, no other solution, ok. Si vous êtes là-dedans, bon, ben, gérez le monde comme il va. Mais c'est aussi une propagande de dire qu'autre chose est possible. Quand tous les échecs montrent, toutes les situations ne conduisent qu'à des échecs. Dire autre chose est possible, c'est faire une description précise de la situation actuelle, 2, repérer les forces éventuelles qui peuvent transformer la lisière entre possible et l'impossible, et ça, c'est faire de la politique. Et le cœur de cette politique, à vrai dire, comme le montre mai 68, dont c'est l'élément, la leçon principale, c'est quand même qu'un certain nombre d'intellectuels, de jeunes, etc., aillent se mêler des affaires du peuple fondamental de cette planète, qui est quand même composé, je le regrette, de milliards de pauvres.